Hey, salut, ici Steven Lefrançois et bienvenue à un autre top 10 du bras de fer des films. Et cette fois-ci, ça va être un top 10 sur mes 10 meilleures comédies favorites. C'est un auditeur qui nous a conseillé de faire ce genre de top 10-là, parce qu'on avait demandé s'il y avait un top 10 en particulier que vous aimeriez qu'on fasse. Fait que je trouvais que les comédies, c'était quand même un bon choix, parce que ce n'est pas un genre forcément le plus aimé, surtout dans mon entourage. Il y en a beaucoup qui croient que les comédies, c'est un style plutôt faible, là, que c'est pas des films super recherchés au niveau de la réalisation ou du scénario, que c'est vraiment juste pour détendre, c'est vraiment des petits divertissements sans vraiment grande valeur. Ce que je crois qui est tout à fait faux. Il y a quand même des très bonnes comédies qui ont d'excellentes réalisations, du gros travail autant du niveau visuel que du niveau scénariste, et que c'est pas juste là pour nous offrir des grosses jokes pipi caca. T'as quand même des bonnes comédies qui sont tout à fait intelligentes et qui ont vraiment des trucs à dire. Évidemment, c'est sûr que dans mon top, j'ai pareil des comédies pipi caca parce que veux pas, j'aime ça l'humour varié, puis de temps en temps, ça fait du bien de mettre son cerveau à off. Fait que sans plus tarder, commençons le top 10. Mon numéro 10, Comme pas. Parlant de comédie totalement absurde puis conne, je pense que Comme pas mérite pratiquement le trophée d'un des films les plus caves qui existent sur la Terre, mais j'aime tellement son concept à Compa. Parce que dans le fond, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi Compa, c'est réalisé, écrit et joué en vedette principale par le gars qui a écrit Ace Ventura 1 et qui a réalisé Ace Ventura 2. Ça vous donne déjà un ton sur l'humour, quoique c'est 10 fois plus cave que Ace Ventura. Qu'est-ce que le gars il a fait? Il a pris un vieux film chinois vraiment obscur des années 70. Ça s'appelle, si je me trompe pas, Tiger in Crane Fist. C'est un film de 1976. J'ai essayé de le retrouver pour le fun, j'ai pas vraiment réussi. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce film-là, puis il s'est amusé à juste changer les voix des personnages, à dire des niaiseries par-dessus. Il s'est intégré dans le film avec des fonds verts, il y a des effets ordinateurs, tout ça. Il a juste pris ce film-là, puis il en a fait une parodie complètement stupide, ça n'a pas de sens. Les voix qui sont dites par-dessus, c'est aussi niaiseux que lorsque j'étais adolescent puis qu'avec mes amis, je m'amusais à mettre un film puis on mettait pause. Pause. Non, je mettais mute. J'enlevais le son. Puis on s'amusait juste à dire des niaiseries par-dessus les voix, puis on trouve ça tellement de fun. Puis il y a récemment, on voulait en faire un épisode comme ça pour Horror Gamer, s'amuser à juste comme faire un commentaire audio, puis à dire des niaiseries par-dessus le film. Fait que j'aime cette idée-là, ça me ramène à mon adolescence quand je m'amusais à faire ça avec mes amis. Puis je trouve que l'effet dans ce film-là est juste trop drôle là-dedans. T'as un des méchants les plus mémorables qui s'appelle Betty. Moi, je préfère la traduction en français. Je la trouve encore plus conne que celle en anglais. Puis Betty a tellement une voix puis des répliques qui a aucun bon sens. C'est vraiment lui qui fait le film, je dirais. C'est pas forcément Steve Oderick. Quoi qu'il il est quand même drôle là-dedans. C'est tellement bouffon que tu finis par te laisser prendre au jeu. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est vraiment cave. Mais moi, comme étant un gros fan des films asiatiques. Le fait de voir que même des fois, ils s'amusent à jouer avec des clichés de ces vieux films-là des années 70. T'as une scène au début qui s'amuse juste à faire du zoom-dézoom entre le vilain puis notre héros Steve. Ça fait juste sans arrêt. Puis là, à un moment donné, ça le fait tellement de manière abusive parce que dans ces années-là, c'est comme une manière de contre-attaquer l'autre, de donner de l'attitude, que ça le fait n'importe où. T'as juste un gros plan du mamelon, puis t'as évidemment une des scènes les plus caves où il va combattre la vache de Betty, puis c'est vraiment un combat à la Matrix contre une vache, puis c'est vraiment sans dessin. Je te dirais que les scènes avec Steve Oderick qui ont vraiment été tournées en dehors du film, qui s'est pas intégré dans les scènes, puis qui tournait ça dans un studio avec d'autres acteurs, une doubleuse pour Betty, ces choses-là, sont peut-être les scènes que je préfère le moins. Je préfère vraiment plus les scènes où c'est vraiment les scènes du vieux film, où c'est doublé avec les voix stupides puis que l'acteur est juste intégré là-dedans. À chaque fois qu'il y a un combat avec Betty, ils ont intégré un espèce de gros avec une grosse radio hip-hop des années 90 qui s'amuse à mettre des vieux classiques, Ken Touch This, pis ces choses-là. À chaque fois qu'il y a un combat avec Betty, puis là tu le vois lui qui fait juste danser dans le background pendant que les deux autres se battent, puis ça rajoute juste du fun, puis pour moi, c'est vraiment une œuvre culte. Avec les années, avec mes chums, j'ai appris des répliques partout, par cœur. La fameuse joke, quelle est la différence entre un hibou et une corde de Betty, elle est tellement cave, mais moi, on dit que je l'ai
Je l'ai répété puis dit tellement souvent. Je trouve ça vraiment juste fun. C'est vraiment un plaisir coupable, ce film-là. Il était supposé avoir une suite. En tout cas, la fin du film laissait présager une grosse suite. Finalement, je pense que ça n'arrivera pas. Ça n'a pas forcément eu un gros succès. C'est sorti directement en vidéo. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Dans le sens que si vous êtes capable d'apprécier une comédie vraiment stupide, euh, donnez-lui une chance. Le concept de juste prendre un film sérieux et normal qui est obscur puis d'en faire une véritable farce, je pense que c'est vraiment un bon concept puis je trouve que c'est vachement réussi là-dedans puis juste pour Betty, ça vaut vraiment la peine. Fait que quelque part, je t'adore. Est-ce que c'était laid ce rime-là? Mon numéro 9, Black Dynamite. À la base, je suis vraiment un fan des parodies. Je suis vraiment un fan des pilotes en l'air 1 et 2, L'Agent fait la farce, les films de Monty Python, de Mel Brooks. C'est toutes des très bonnes parodies qui sont vraiment des classiques. Dans les dernières années, depuis longtemps même, depuis que ça a débuté avec les Scary Movies, les parodies sont juste devenues toutes pareilles, puis mauvaises. Tout le temps des jokes, pipi caca, qui fonctionne pas cette fois, comme je disais. Des fois, ça marche, puis je suis capable de prendre plaisir avec ce genre de joke-là, mais dans ces parodies-là, ça fonctionne pas. Tu vois que c'est fait à la va-vite. Des fois, ils font des parodies de films qui sont même pas sortis. Ils vont se fier sur les bandes annonces, puis ils vont juste tenter de parodier la scène qu'on voit dans la bande annonce. Ça fait pitié, puis c'est vraiment plus les parodies qu'on avait auparavant. Et là débarque Black Dynamite, qui est vraiment une belle surprise. Je m'attendais pas à aimer ça tant que ça. J'avais pas suivi le projet, puis ils ont sorti une petite bande-annonce que j'ai trouvée alléchante, puis je me suis dit, tiens, je vais l'essayer, il est sorti. Et j'ai eu tellement de fun, c'est tellement drôle, c'est vraiment une très bonne parodie. Sans que ça soit vraiment une surprise, Black Dynamite, ça parodie les films des années 70 des Black Exploitation. Mais en même temps de les parodier parce que c'est quand même ça parodie beaucoup, il y a beaucoup de comédie sur toute la durée du film, mais t'as vraiment l'impression de regarder un Black Exploitation. Je veux dire, je parlais tout à l'heure qu'il y avait des films où la réalisation et le visuel était recherché. Il y a eu un gros travail au niveau de la réalisation puis du visuel pour donner l'effet Grindhouse, mais vraiment l'effet que tu as la sensation de regarder vraiment un Black Exploitation des années 70. Pas juste de mettre un filtre digital pour essayer de maganer l'image puis donner un espèce d'effet fake que c'est un vieux film. Non, ils ont vraiment réussi à donner cet aspect-là au niveau de la photographie, vraiment au niveau de la réalisation. Le gars, il connaît vraiment le genre, puis ça paraît. Il joue avec beaucoup de clichés de ce genre-là, puis c'est tellement drôle. Michael J. White est génial en Black Dynamite. Pour moi, c'est un personnage culte. Michael J. White, à la base, est un artiste martial. Il a fait beaucoup de films d'action avec Scott Adkins, que j'adore. Et ça prenait vraiment un gars qui sache faire des arts martiaux, je pense, pour offrir quand même des scènes qui ont de l'allure. Même si souvent dans les Black Exploitation, c'était les chorégraphies puis tout, c'était pas vraiment réussi. Sauf que là, le réalisateur tente pareil de nous offrir des combats qui ont de l'allure. Et Michael J. White, en plus, a un charisme puis il est vraiment capable de jouer. Fait qu'on a vraiment un personnage charismatique, vraiment badass puis qui est capable de faire du kung-fu. Fait que ça fonctionne au max. T'as plein de répliques savoureuses là-dedans. C'est super drôle. T'as beaucoup de personnages, t'as beaucoup de vilains. Ça aurait pu être peut-être un défaut, mais je trouve pas. Je trouve que tous les personnages ont chacun leur personnalité, sont tous drôles. Il y a tellement de scènes mémorables là-dedans. Je le recommande fortement, pour ceux qui sont fans des parodies. Comme je disais, à l'agent fait la farce ou ces trucs-là, c'est un peu le même style d'humour. Puis pour les fans de Black Exploitation, je pense que c'est vraiment un must. C'est vraiment réussi. Le film a réussi à vraiment capturer l'essence de ces films-là. Fait que c'est vraiment, vraiment un gros plaisir, Black Dynamite. Puis j'espère qu'il va y avoir une suite, puis apparemment qu'il va en avoir une. Mon numéro 8, L'Atlas Idiot. Oui, encore un film pipi caca. Mais celui-là, je me mentirais si je le mettais pas dans mon top 10 parce que la première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma avec mon père. Même si je comprenais pas 50% des jokes, j'avais tellement de plaisir, j'ai tellement ri avec mon père. C'était une des plus belles expériences au cinéma avec mon père. Après Jurassic Park. Jurassic Park, je pense que c'était la meilleure. Et L'Atlas Idiot, c'est une comédie que j'ai vue des millions de fois depuis sa sortie.
Je connais les répliques par cœur, que ce soit avec mes amis, avec ma famille. Les scènes, plein de scènes sont cultes, sont géniales. La scène que Jim Carrey s'imagine aller au restaurant avec la fille de ses rêves, puis ça se transforme en gros kung fu, puis c'est vraiment drôle. Je trouve qu'ils forment un duo formidable avec Jeff Daniels. Je suis pas un fan des frères Farrelly. Je trouve que la plupart de leurs films dans leur filmographie est ratée. Puis je pense que c'est pratiquement un coup de chance Dumb and Dumber. Même si à l'époque le film s'est fait détester par les critiques, je pense que c'est devenu pareil, une comédie culte avec les années. J'ai vu la suite évidemment dernièrement que j'ai détesté. C'est vraiment pas une bonne comédie. C'est mal dosé. Je pense que la stupidité puis quelqu'un il y a une manière de bien doser pour que ça soit drôle sans que ça devienne abusif. Puis le 2 rate sa cible, ça devient vraiment comme trop. Mais sinon, la flèche idiot, j'ai pas vraiment besoin de le présenter plus que ça. Vous l'avez sans doute déjà vu, aimé ou détesté, mais peu importe. La flèche idiot, c'est vraiment une comédie que je ne peux pas m'en passer et que j'ai vraiment du plaisir à revoir très souvent. Mon numéro 7, j'ai de la misère à choisir parce que j'hésite entre deux. J'aime beaucoup Tom Hanks. Il a fait tellement plusieurs bonnes comédies. Et là, j'hésite vraiment entre The Money Pete et The Burbs. Puis je sais que The Burbs, c'est un des plus appréciés de Tom Hanks. Là, puis c'est vrai que c'est tellement bon, The Burbs. Mais je crois que je vais y aller avec The Money Pete. J'adore vraiment l'histoire. Puis j'aime le couple. Je trouve que Tom Hanks et Shelley Long ensemble font vraiment un couple crédible. Puis j'y crois. Puis c'est tellement drôle de les voir acheter leur maison de leur rêve, puis que finalement, la maison tombe en ruine, il arrive tellement de problèmes, puis il essaie de rester positif, mais veut pas. Ça fait juste merder de plus en plus. Juste la scène dans la cuisine où il fait juste allumer l'interrupteur. Juste allumer l'interrupteur, ça détruit pratiquement la cuisine au complet. Gros problème électrique, la dinde qui est dans le four, elle revole à l'autre bout à travers la fenêtre, ça explose. C'est vraiment drôle. La fin devient un petit peu plus dramatique. C'est un petit peu étonnant. Le ton baisse un peu. Mais globalement, je trouve que c'est vraiment une comédie classique, mémorable. La plupart des gags sont vraiment drôles. Puis comme je dis, j'adore Tom Hanks. J'aime beaucoup son duo avec Shelley Long. Euh, si vous l'avez pas vu, ben, je vous le recommande fortement. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est difficile à dire. Vraiment juste voir Tom Hanks avoir plein de problèmes avec sa demeure, puis voir la maison tomber en ruine, là, c'est fou comme à la fin la maison est devenue une espèce de chantier de bordel. Mais c'est ça, c'est un classique de Tom Hanks, puis je le recommande fortement. Mon numéro 6, le sous-évalué, Les sorcières d'Eastwick. Euh, c'est réalisé par George Miller. Au cas où vous ne sauriez pas c'est qui George Miller, c'est le réalisateur de la trilogie Mad Max et le futur Mad Max Fury Road qui s'en vient dans pas long. Et il n'a pas juste réalisé Mad Max dans vie, George Miller. Il a aussi fait les excellents films d'animation Happy Feet. Puis il a fait aussi une des meilleures comédies, Les Sorcières des Sweet, que je trouve que c'est vraiment une comédie savoureuse, une comédie noire par moment, qui raconte l'histoire de trois sorcières contemporaines qui s'est jouée par Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer, puis, qui sont vraiment un trio. Vraiment, là, ils ont choisi comme il faut les trois actrices, sont belles, sont vraiment pleines de vie, puis ils font vraiment un bon trio, la chimie fonctionne. Puis ils rêvent de voir débarquer un prince charmant dans la ville parce qu'ils sont coincés dans une petite vie de train-train plate. Ils exploitent pas tant que ça leur pouvoir de sorcière. Et Jack Nicholson va venir changer tout ça parce que Jack Nicholson joue le diable. Puis il va venir exploiter leur pouvoir, il va venir les rendre extravagantes, puis à commencer à se laisser aller, puis ne plus se laisser marcher sur les pieds par les autres personnes de la ville, puis à utiliser leur pouvoir contre eux à des fins pas toujours très très honnêtes. Je trouve que John Nicholson fait un diable formidable. Même si c'est un style différent beaucoup plus que Al Pacino dans L'Avocat du Diable. Puis j'avais bien apprécié aussi Robert De Niro dans Angel Heart. Mais je pense que Jack Nicholson a fait un des diables les plus mémorables, à part Tim Curry dans Légende avec Tom Cruise, qui est sans doute la meilleure représentation du diable. Vraiment, je trippe. Mais sinon, c'est vraiment une bonne comédie noire. Il y a des scènes vraiment drôles et un petit peu malaisantes. Je pense notamment au moment où lorsque les trois sorcières veulent comme punir quelqu'un, ils vont manger des cerises. Et à chaque fois qu'ils vont manger des cerises avec les tiges, ça va faire vomir la personne en particulier
va commencer à vomir un paquet de... Si je me trompe pas, c'est vraiment les tiges de cerises. Il va vomir en profusion, puis partout, puis c'est vraiment hard, puis intense, puis c'est c'est un petit peu malaisant la scène, mais c'est drôle, puis c'est vraiment efficace. Les effets sont très réussis. J'aime beaucoup la relation entre Jack Nicholson et les trois sorcières, puis au fur et à mesure, évidemment, ça va commencer à se dégrader, il va y avoir un genre de duel entre eux qui est vraiment le fun. C'est super divertissant. C'est une très belle comédie. Je trouve que c'est bien écrit, bien joué et bien réalisé par George Miller. C'est dommage, j'ai l'impression que le monde l'a peut-être oublié avec les années, parce que ça avait eu quand même beaucoup de succès, surtout pour la performance de Jack Nicholson. Je crois qu'il avait été récompensé pour ce rôle-là. Mais sinon, je le recommande fortement. Vous allez avoir du gros plaisir. C'est vraiment du bonbon, ce film-là. Mon numéro 5, Happy Gilmore. Je pense que c'en est un autre que j'ai pas vraiment besoin de présenter. Tout le monde connaît Adam Sandler, malheureusement dans un sens, puis tout le monde connaît Happy Gilmore, qui est probablement son meilleur film, en tout cas pour moi. Et je dis malheureusement parce que Adam Sandler, son humour, dans le temps qu'Happy Gilmore est sorti, était quand même rafraîchissant, ça faisait du bien, c'était drôle, ça apportait une nouvelle dose, une nouvelle chose d'humour. Et par la suite, avec les années, il a juste continué à faire tout le temps les mêmes choses. Ensuite, il a fait Punch Drunk Love, qui était vraiment une belle tentative d'offrir quelque chose de différent, puis d'offrir une vraie performance d'acteur, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film-là. Après, il est resté dans sa maudite coquille de confort où qu'il fait tout le temps la même affaire, puis ça a été comme ça pendant le restant de sa carrière, à coup de 2 films des fois par année, puis c'est tout le temps la même chose, la même formule, il a rien changé. C'est devenu irritant, pas drôle, bas de gamme, puis je pense que la plupart des gens sont écœurés d'Adam Sandler à cause de ça. Moi de même. Mais Happy Gilmore, c'est vraiment une comédie que j'ai regardée des millions de fois, comme La Clé Idiot, que je connais par cœur, que vous connaissez sans doute aussi par cœur. Il y en a probablement beaucoup qui adorent rapidement. J'adore ce film-là. Il y a tellement des bons caméos là-dedans. Le gars de Price is Right, Bob Barker. J'adore aussi que Carl Weather, Apollo de Rocky, soit l'entraîneur de Happy Gilmore. J'adore cet acteur-là. J'adore évidemment Christopher McDonald qui joue le vilain du film puis qui est tellement drôle. À chaque fois qu'il y a des duels de répliques, chaque fois qu'il y a Happy Gilmore il envoie une qui ferme la gueule, il y a tout le temps une espèce de malaise à son expression faciale. Comme, non! Puis, j'adore ça, je le trouve vraiment drôle. Il y a aussi Ben Stiller, que j'adore son caméo, qui est comme un propriétaire de personnes de centre, de personnes de centre âgées, ou qui s'amuse à être finalement comme dur avec les personnes âgées, des fucoutes, des portefeuilles, à faire des travaux dans le jardin, puis il leur parle de manière vraiment violente. Là. Puis je trouve ça vraiment drôle aussi. Sinon, j'ai pas vraiment grand chose à présenter de Happy Gilmore. Je pense que ça a tellement joué à TVA, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est une bonne comédie que j'apprécie encore d'Adam Sandler. Je pense que c'est une des rares que j'apprécie encore. Même Billy Madison, je l'aime moins. C'est pas vraiment. Je trouve pas que ce soit forcément un classique, contrairement à Happy Gilmore. Puis je trouve que. Pas que je trouve, mais je crois que Adam Sandler fera jamais rien de mieux que ça. Puis s'il décide de faire comme Atlas Idiot, puis pour essayer de remonter sa carrière, quoi que ses films marchent pareil, comme ça n'a pas de bon sens. Un Happy Gilmore 2, non merci, ça me tente pas. Je vais rester avec le premier. J'en veux plus de suite de 15 ans plus tard. La plupart du temps, c'est raté, ça m'intéresse pas. Fait que je vais rester avec Happy Gilmore. Numéro 4, les OCS 117 avec mon acteur fétiche, Jean Dujardin. J'étais cassé. Ce gars-là a commencé sa carrière avec ça. Et personne pensait qu'il y aurait une aussi grosse carrière. C'est comme, ah ouais, ça va être une passe, Braze the Nice, puis après ça, ben bye bye. Non, Jean Dujardin a montré qu'il était capable réellement de jouer. Il s'est même rendu aux Oscars. Il en a gagné un pour The Artist, un film qui a été fait par la même équipe que OCS 117, le même réalisateur et scénariste. Et qui était un hommage au cinéma américain muet, qui était formidable d'un point de vue technique et réalisation, et surtout que Jean était fait pour jouer ce rôle-là. Ce gars-là semble venir d'une autre époque. Il a le charme et le charisme d'un Marlon Brando. T'as vraiment l'impression qu'il sort des années 50, des années 60, puis ça paraît encore plus dans les OCS 117 qui se passe à peu près dans ces années-là.
encore une fois, il y a un gros travail d'un point de vue esthétique, réalisation et photographie. Comme pour Black Dynamite, t'as vraiment l'impression que ça se passe dans l'époque que ça dit se passer. J'ai vraiment l'impression de regarder par moments un vieux James Bond parce que Jean Dujardin a vraiment des traits de Sean Connery là-dedans. C'est effrayant. Il a fait exprès, il a regardé beaucoup les premiers 007. Puis par moments, j'ai vraiment l'impression de voir un jeune Sean Connery. Il est vraiment génial. Son personnage est juste drôle. Il est vraiment insignifiant, mais il est vraiment drôle et attachant. Le film mise beaucoup sur un humour qui est plus sur les dialogues. C'est vraiment les dialogues qui sont savoureux dans les deux films. J'adore tout ça. C'est très travaillé, c'est très bien écrit. Comme je dis, il y a un gros travail d'un point de vue technique. J'aime beaucoup les blagues, surtout les j'aime me battre. J'adore. Je connais pratiquement toutes les répliques aussi par cœur. Sinon, c'est vraiment des comédies que je recommande, même si vous n'êtes pas forcément fan des films français, des comédies françaises, essayez-les, ça vaut vraiment la peine. J'ai failli hésiter avec La Chef de Francis Weber, qui est vraiment une de mes comédies favorites aussi également. J'aime beaucoup Tais-toi aussi. Tais-toi, je connais ses répliques. C'est pas que c'est une comédie de grande qualité, mais les scènes sont tellement drôles dans Tais-toi. Sinon, j'avais beaucoup aussi hésité avec Bernie, qui est vraiment plus une comédie très noire, puis une des meilleures comédies françaises que Chantal m'avait fait découvrir. Mais mon cœur y va avec SS-77 et mon amour pour Jean Dujardin. J'aime beaucoup cette espèce de parodie de 007. J'ai pas lu les livres, je sais pas ce que ça donne, mais les films sont vraiment savoureux, puis je vous les recommande vraiment fortement. Là. Mon numéro 3, In Bruges. Asti que j'aime ce film-là. C'est tellement bon. C'est tellement une putain de bonne comédie noire qui marie bien le drame avec ça, le film de tueur à gages, d'action. Ça fait un mélange vraiment divertissant, savoureux, puis c'est super bien maîtrisé. Ça met en vedette Colin Farrell, qui est formidable là-dedans. Un de ses meilleurs rôles. Il joue un gars vraiment... j'ai vraiment de la misère à le décrire. Son personnage est vraiment comme... tout le temps anxieux, renfermé sur lui-même, puis il déteste Bruges parce que dans le fond, ce sont deux tueurs, lui puis l'autre acteur qui se nomme, j'oublie tout le temps son nom, Brendan Gleeson, qui a joué dans les Harry Potter, puis dans les 28 jours plus tard. Ben, le premier 28 jours plus tard. Puis après qu'il y a un dernier coup qui a vraiment mal tourné, ces deux tueurs à gages-là vont aller se cacher à Bruges pour essayer de faire baisser un peu la shit qui s'est passée dernièrement. Puis Colin Farrell déteste cette place-là, comme je dis. Puis à force d'être là-bas, il va arriver plusieurs shit. Fait qu'ils vont commencer par se faire repérer par Ralph Fiennes, qui est un autre tueur, un genre de boss, si je me trompe pas, qui est à la recherche de ces deux tueurs-là, puis qui veut leur peau. Fait que finalement, il va aller à In Bruges pour s'occuper d'eux. Ralph Fiennes est génial là-dedans, il pète tout le temps des coches, mais tous les acteurs sont vraiment au top là-dedans. C'est une comédie british, puis moi j'adore l'humour british, j'adore les films british, Hot Fuzz, Shaun of the Dead évidemment, mais moi j'accroche à l'humour british, je la trouve vraiment drôle. Puis là-dedans, c'est vraiment génial l'humour british. Encore une fois, eux, ils misent beaucoup l'humour sur les dialogues, puis j'adore ce style d'humour-là. Il y a des dialogues savoureux entre tous les personnages, parfois c'est vraiment drôle, parfois c'est vraiment plus dramatique, puis les deux, des fois, se mélangent, mais ça se mélange super bien. La réalisation est géniale, le gars a vraiment des gros talents. Il a fait Seven Psychopath par la suite, qui est un autre excellent film. Mais dans In Bruges, il y a une scène en particulier que je trouve vraiment réussie. Tu vas avoir l'autre personnage, le partenaire de Colin Farrell, qui va être dans une chambre d'hôtel. Puis derrière, tu vas avoir la télévision, puis il va avoir le film Touch of Evil de Orson Welles, si je me trompe pas du nom. Puis au début du film, il y a un des plans séquences les plus mémorables du cinéma américain. C'est vraiment un must, cette intro-là de ce film-là. Puis il dure vraiment longtemps. Ça dure comme un 3-4 minutes facile. Puis le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va juste faire un plan devant l'acteur qui va recevoir un appel téléphonique de Ralph Fiennes. Puis au moment que, dans le fond, le plan séquence du film débute à la télévision, ben ça va devenir un plan séquence dans ce film-là. Puis j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil. Puis en même temps, c'était un hommage à la scène. Puis j'ai trouvé ça
bien du réalisateur qui a eu cette idée-là. Le film est super bien réalisé. Bruges, c'est pas une place que je connais super bien. Le réalisateur le met vraiment en valeur. Ça me donne envie d'aller visiter là-bas. C'est vraiment une belle place. C'est vraiment chaleureux. J'adore beaucoup l'ambiance là-bas. Mais sinon, In Bruges, j'ai vraiment un beau cocktail de comédie qui mélange plusieurs genres. C'est super bien maîtrisé. Ça avait eu une petite sortie aux vidéos, je me rappelle, quand je l'ai vu. C'est des amis qui me l'avaient fait découvrir, puis je suis tombé tout de suite en amour avec ce film-là. Puis à chaque fois que je le fais découvrir à quelqu'un, la personne adore. Si vous n'avez pas vu In Bruges, allez l'acheter. Vous pouvez le trouver comme pour 5$ à HMV. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un très bon film. Vraiment, là, je pense que je peux plus m'en passer maintenant. Ça fait partie de mon top 10 depuis la première fois que je l'ai vu. Je suis tombé en amour direct avec ce film-là. Mon numéro 2, Wayne's World. J'aurais probablement mis aussi le 2 parce que j'aime autant le deuxième. C'est deux films que j'aime vraiment. C'est des films très nostalgiques. C'est des films de ma jeunesse. C'est des films, par contre, je crois, qui pourraient peut-être pas forcément plaire à une nouvelle génération parce que c'est très ancré dans son époque, dans les années que c'est sorti. Il y a beaucoup de blagues. Il faut vraiment que tu sois conscient de ce qui arrivait dans ces années-là pour vraiment saisir les blagues. Puis comme je dis, c'est vraiment ancré dans son époque, années 90. Fait je me demande vraiment qu'est-ce qu'une nouvelle génération pourrait penser des Wayne's World. Moi, j'adore Mike Myers là-dedans, puis Dana, je me trompe tout avec son nom, Dana Carvey, qui a pas fait grand-chose de bon, à part Wayne's World, là, le maître du déguisement, c'était pas très mémorable. Mais les Wayne's World, je trouve que c'est des films fous. C'est imprévisible, puis c'est une accumulation de moments le fun. C'est juste un film qui te fait sourire, puis je passe un bon moment quand je suis déprimé avec Wayne's World. La scène culte, en fait, où il chante la tune de Queen dans la voiture. Je prononce pas le titre parce que je vais la maganer, mais quoi, je peux essayer Bohemian... Cette scène-là est tellement le fun. Puis ça, je pense que c'est une des scènes que la plupart du monde ont vu et qu'ils connaissent. Mais sinon, c'est culte, Wayne's World. J'adore Wayne's World. Ça fait partie de ma jeunesse, de ma génération. Puis je peux juste pas me sentir autrement que bien lorsque j'écoute ces films-là. Puis même si j'aime beaucoup aussi Austin Powers de Mike Myers, que j'aurais peut-être pu mettre dans mon top, mais je dirais peut-être pas top 10. Je préfère Wayne's World. Mais j'adore Wayne's World. Je pense pas que c'est un film que j'ai besoin de présenter plus qu'il faut aussi. C'est quand même suffisamment connu. C'est vraiment du gros fun. J'adore toute l'équipe derrière ça. Puis c'est vraiment un personnage de Wayne's World. J'adore ça. Wayne's World, Gigatoff, excellent. Bon, ben, je pense qu'on va passer à autre chose. Mon numéro 1. Mais avant, c'est sûr que j'aurais 10 millions de mentions honorables à faire. Que ce soit les Home Alone, Le Sapin des Boules, les Blues Brothers, UHF, Close de Kevin Smith. Il y en a tellement que j'aurais voulu intégrer dans ce top 10 qui sont des classiques à mes yeux, mais en même temps, il n'y a pas assez de place. Mon numéro 1, pour moi, c'est une des comédies les plus parfaites qui existent. Je la trouve géniale, cette comédie-là. Je pense que n'importe qui va l'apprécier, les petits comme les grands. Puis je pense que ça vit super bien, que ça va tout le temps être drôle et avoir le même impact que lorsque c'est sorti. Je parle bien sûr de Groundhog's Day, le jour de la marmotte avec Bill Murray, qui est pour moi le meilleur film de Bill Murray, même si j'adore Ghostbusters. Mais j'aime tellement le concept de ce film-là, de voir Bill Murray qui joue un météorologue qui est coincé dans une petite ville où c'est le jour de la marmotte qui doit aller tourner ça comme à chaque année, puis il n'a pas envie d'être là, il est écœuré, puis il botche vraiment la journée, puis que finalement il va se réveiller le lendemain, puis il va devoir revivre tout le temps cette journée-là sans arrêt. Il va se passer tellement de trucs, je trouve que c'est bien écrit, l'idée est vraiment originale. T'as beaucoup de films qui s'en est inspiré, dont dernièrement qu'il y a eu Age of Tomorrow avec Tom Cruise, qui est un bon film. Mais sinon, je pense qu'il n'y a rien qui peut rivaliser avec Le jour de la marmotte. Comme je dis, la performance de Bill Murray est vraiment géniale là-dedans. Le fait de le voir faire tout ce qu'il veut dans la ville à chaque jour. Il passe par plusieurs phases. À un moment donné, il est tellement écœuré qu'il essaie juste de se suicider, puis il se suicide de tellement de manières différentes. À un moment donné, il essaie juste de cruiser une fille en particulier. Il essaie de coucher avec elle, mais ça ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, il va juste décider d'essayer d'avoir
journée la plus parfaite du jour de la marmotte, de le faire comme il faut, d'aider les gens. Puis, je trouve que c'est un film qui a vraiment des belles morales. C'est drôle, c'est touchant. C'est vraiment, comme je dis, c'est une comédie intelligente. C'est bien écrit, puis c'est vraiment un film, je crois, qui est fait, comme je disais, pour tous les âges, qui va plaire à tout le monde. J'aime beaucoup Andie MacDowell là-dedans. C'est pas une actrice que je trouve forcément hyper jolie, qui est tape à l'œil, mais cette actrice-là a tout le temps été comme naturelle. J'en parlais avec GF dans le bras de fer des films Time Out, si je me trompe pas. Puis là-dedans, elle est juste naturelle. C'est jamais une actrice qui est full maquillée. Pareil que comme dans le film Multiplicateur, je sais plus trop, avec Michael Keaton qui n'arrête pas de se cloner. Là-dedans aussi, elle est naturelle. Puis je trouve qu'elle a une belle personnalité, un beau charisme. Puis je trouve que ça a été un bon choix pour jouer la compagne de Bill Murray là-dedans. C'est un film qui est rempli de moments vraiment drôles. Comme je dis, c'est touchant. C'est réalisé par Harold Ramis, évidemment, qui a fait tellement de classiques. Je trouve que c'est vraiment un bon réalisateur et un bon scénariste qui nous a offert plusieurs classiques de la comédie. Puis je pense que sinon, à part de ça, tout le monde a déjà vu aussi Le Jour de la Marmotte. C'est quand même bien connu. Ça a tellement joué aussi à TVA, TQS, on va dire plus V. Puis je m'entends pas. C'est vraiment juste génial. Je la trouve parfaite. C'est ma comédie. Ma comédie que j'aime le plus, finalement. Je sais que souvent, un top 10, ça peut changer. Des fois, il y a des films là-dedans, dans mon top que je viens de faire, que des fois, je m'amusais à déplacer de place ou à en mettre d'autres. Mon numéro 1, je pense qu'il n'a jamais changé. Ça a tout le temps été Le Jour de la Marmotte. Puis, c'est ça. C'est le film familial parfait à mes yeux. Sinon, c'était mon top 10. J'espère que vous avez apprécié, puis que il y a des films que je vous ai peut-être fait découvrir, même si à la limite c'est des trucs quand même assez connus. Sinon, vous pouvez écrire aussi votre top 10. Quelles sont vos comédies favorites de tous les temps? Ou faites une vidéo, vous aussi, ça serait vraiment génial. Commentez, n'hésitez pas sur le bras de fer des films. .com ou sur notre Facebook aussi, ou sur YouTube. Sinon, ben, on va se voir prochainement pour un épisode Time Out et un épisode... En fait, notre prochain, c'est un épisode normal qu'on va faire moi PGF. Fait que, à la prochaine!